Ils ne sont pas invités au Gabon, mais ils sont invités ici sur Radio 2M pour le club de la presse. Ils ne se connaissent pas peut-être en foot, mais bien en politique et en polémique. Ftaya Laouni est en place, c'est le moment de faire rentrer l'invité. Radio 2M. Le club de la presse. Le club de la presse revient comme chaque vendredi sur les faits marquants de la semaine et les deux sujets qui ont retenu l'attention de nos confrères ces derniers jours tiennent tous les deux à des tenues vestimentaires. La première aurait pu passer inaperçue, mais elle a provoqué la surprise et une fois n'est pas coutume, un mouvement de solidarité vis-à-vis des forces de l'ordre. Mercredi dernier, en effet, beaucoup étaient fiers d'afficher leurs nouveaux uniformes, tout beau, tout neuf, au point d'être salués dans la rue. La deuxième tenue, elle, suscite au contraire le débat, éveille les tiraillements entre modernistes et conservateurs, ouvre une brèche sur un sujet que certains espéraient, que d'autres redoutaient ou d'autres encore rejettent en bloc. Il s'agit bien sûr de la fameuse interdiction, non pas du port, mais la vente et la fabrication de burqa au Maroc. Nous avons évoqué ces deux sujets cette semaine sur notre antenne. Ce matin, nous allons voir ce qu'ont écrit à ce sujet nos confrères avec nous ce matin. Le directeur de publication du site yabiladi.com, Mohamed Zouark, bonjour. Bonjour. Et le journaliste, chroniqueur et présentateur de Confidence de presse sur 2M, Abdallah Tourabi, bonjour. Bonjour Fsia. Ça va? Et vous? Alors j'ai lu vos écrits en particulier à tous les deux. Et j'ai vu qu'en effet, alors juste une petite précision, notre politologue Moustapha Sahimi qui n'est pas avec nous ce matin, On le regrette. la mode, non, ça doit être la mode et les histoires de tissus C'est pas qui son- l'ont pas inspiré. Comme il nous écoute ce matin, je lui fais un grand coucou. Pourtant, il est la élégant. semaine C'est vrai prochaine. qu'il parle beaucoup, mais il est très élégant, monsieur, Toujours, monsieur toujours. Sahimi. Matin, Toujours, et oui. très 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 tôt. Oui, j'ai lu vos écrits à tous les deux, et à l'image un petit peu de ce que nos confrères ont écrit, on s'est aperçu que tous les journalistes étaient loin d'avoir le même avis. Alors, Abdallah, si certains se disent ravis que le débat soit lancé sur le port du voile intégral, vous y allez pas de main morte, vous dites ouvertement que c'est un débat absurde. Oui, c'est un débat absurde. Enfin, le débat lui-même n'est pas absurde. Enfin, tout débat n'est pas absurde du moment que voilà, ça pourrait aboutir à quelque chose. Ça pourrait aboutir à une discussion, ça pourrait être à des prises de position qui sont fondées sur des valeurs, sur des choses qui pourraient nous avancer le Maroc. Alors, sur le débat, il est absurde dans le sens de où on a vu, enfin, il ne s'agit pas encore d'une interdiction, enfin, Du tout. vous l'avez bien souligné, il ne s'agit pas encore d'une interdiction formelle du port du voile intégral. Il Mais s'agit ça de ouvre une brèche. Mais ça ouvre une brèche, ça ouvre un débat, ça ouvre une discussion. Et là, on a commencé à avoir des avis, enfin les uns et les autres, complètement divergents. Alors, en quoi c'était absurde à mon avis? Je pars d'une position qui est très très philosophique, enfin, et libérale. Aucune autorité, quelle qu'elle soit une autorité publique ou une autorité privée, n'a pas à édicter à des gens, à des adultes qui ont pris une décision d'une manière délibérée de porter un tel ou tel habit. C'est-à-dire, j'ai pas à intervenir, par exemple, dans le choix d'une personne, par exemple, qui porte le voile. J'ai pas à intervenir dans le choix d'une personne qui a décidé de porter une jupe. J'ai pas le droit d'intervenir dans le choix d'une personne qui a préféré de porter un jean slim ou de porter, le seul choix, enfin, la remarque que j'ai et réserve, c'est celle de Superman qui porte un petit peu son slip à l'envers. Ça, c'est mais elle est d'ordre esthétique. Mais je n'aimerais pas que, par exemple, Superman vivra dans un pays où on lui imposera de changer sa tenue vestimentaire. Donc, Oui, mais là, vous faites référence à tous les commentaires qui ont été faits. Pardon, il s'en remet pas, Youssef, de Superman. Tous les commentaires qui ont été faits en disant c'était son rêve. c'est que c'est pas des tenues traditionnelles marocaines. C'est à cela que vous vous adressez alors. Oui. Alors, il y a cet avis-là qui disait que la burqa, ou niqab, n'appartient pas aux tenues vestimentaires marocaines. Je tiens juste à souligner, parce que j'avais écrit, c'était juste un avis, qu'il n'y a que tout ce qu'on porte de nos jours n'appartient pas à ce registre traditionnel. C'est-à-dire, si je devais aller au travail avec une tenue vestimentaire qui obéit à des critères traditionnels, à celle de notre culture, je devrais venir faire mon travail en caftan, parce que le caftan est un habit masculin à l'origine. Je devais venir en caftan ou en jabador et en... La jupe aussi. La jupe ou- aussi est un vêtement masculin. Ouais. Elle joue bas, qui était
J'ai dit quelque chose qu'il fallait Non, pas. non, pas du tout, pas du tout. C'est Non, aussi non, un habit à la base qui était masculin. Ouais. Non, mais ce que tu dis est très très intéressant, c'est-à-dire cette sorte d'évolution, c'est-à-dire ce qui est considéré maintenant comme un habit traditionnel était révolutionnaire à l'époque. C'est-à-dire, enfin, je rappelle, c'est quelque chose qui était. Djellaba. Djellaba, par exemple, historique. Djellaba, c'est un exemple qui est assez intéressant. La djellaba maintenant, qui est considéré comme l'habit traditionnel pour les femmes par excellence, était quelque chose qui était mal vu au début du siècle. C'est-à-dire, c'est la djellaba qui a permis aux femmes d'investir l'espace public. Il y a longtemps, enfin au début du siècle, à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, l'habit traditionnel marocain, et ça continue maintenant dans beaucoup de villes, c'est le haïk. C'est le haïk, l'habit traditionnel marocain. Djellaba n'a pas été l'habit traditionnel marocain. Donc je disais, si on partait sur cette logique-là de l'habit, de le code vestimentaire traditionnel, je devrais venir à mon travail avec un caftan ou avec un jabado ou avec une balra. Moi, imaginez très très bien une réunion où Youssef, par exemple, arrive avec son caftan pour faire une réunion ou pour faire son émission. Vu l'heure à laquelle on se réveille, franchement, C'est très confortable. je pense que les babouches seraient une très Ouais. bonne Alors, idée. Abdallah, Souleymane Bencherh, le directeur de publication de Dine Ouadounia, que nous avons reçu sur le sujet, a dit de ce côté que oui, il ne faut surtout pas tomber dans cette vision des choses concernant justement les traditions, les coutumes, et qu'en revanche, il est important enfin de débattre du voile intégral chez nous, que voir le visage de son interlocuteur est important. Il mettait aussi en avant le volet sécuritaire. Vous également, Oui, tout à Mohamed fait. Zouar, c'est un Là- volet Bien sûr. sur lequel vous pointez le doigt. Là- Puisque on rappelle quand même que ce qui a été expliqué, c'est la sécurité. Alors là, d'abord, effectivement, la question sécuritaire peut être un élément qui permettrait de convaincre la population marocaine, mais d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que la circulaire ou la note qui est parvenue au caïd et donc ensuite aux commerçants est un acte administratif et non pas un acte politique et démocratique et juridiquement motivé. Donc ce qu'on aimerait, c'est passer de cet acte administratif vers quelque chose qui soit beaucoup plus dans les conventions juridiques, voilà, que ça passe par le Parlement, etc. Et là, on pourrait invoquer l'élément sécuritaire. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Abdallah Tourabi, on a beaucoup de points d'accord, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est parler des libertés individuelles comme étant ad vitam aeternam, intouchable, etc. La réalité, c'est qu'en fait, on parle de l'espace public, parce qu'après, chez vous, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, ou vous pouvez d'ailleurs ne pas vous habiller du tout. Sur l'espace public, là, effectivement, l'intervention de l'État n'est pas souhaitable. Pour les libertés individuelles. Donc effectivement, on n'a pas à venir et vous dire vous n'avez pas le droit de porter un t-shirt rouge parce que c'est une couleur révolutionnaire ou je ne sais quoi. Mais par contre, là où la force publique peut intervenir, c'est lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Vous ne pouvez pas vous promener en slip de Superman seulement, sans le costume, sur les grandes avenues de Casablanca. Trouble à l'ordre public ou pour des raisons de sécurité publique. Donc c'est là où effectivement la force publique peut intervenir, mais doit intervenir dans un cadre juridique qui doit être clair. Là, ce qu'on peut regretter dans l'intervention du ministre de l'Intérieur, ou en tout cas des agents du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il intervient avec, de manière un petit peu... on a plus l'impression que c'est un coup de com', puisqu'il n'y a aucun homme politique n'assume, aucun responsable n'assume en fait cette décision publiquement. Ouais, Officiellement. et vous, justement, Mohamed, vous dites c'est un ballon d'essai pour les autorités, le fait d'avoir en quelque sorte lancé l'opération et puis ensuite voir ce qui va se passer presque. Oui, Vous dites on est les cobayes. Oui, on est les cobayes dans le sens où ça a fait naître un débat parce qu'on sentait bien que de toute façon il y avait un point de crispation. On l'a vu en 2015, en 2016 dans les différents débats suite à différents faits divers ou différents actes de violence qui ont visé certaines minorités ou même des femmes. Et là on a l'impression qu'en fait la manière dont ça a été mis en place, dont ça a été fuité, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de test grandeur nature pour pouvoir voir un peu, sonder un petit peu l'opinion publique. Et puis ensuite, probablement, il y aura une loi qui sera votée. Donc là, on reviendra dans les clous. Mais là, effectivement, le ministère de l'Intérieur, c'est un coup double, puisqu'il n'a pas
il n'aura pas à assumer la responsabilité de cet acte. Il pourra très rapidement s'en défaire et dire bon bah finalement hop, on réautorise un peu comme les marchands ambulants, vous savez, on les interdit sur l'axe du boulevard Mohamed VI à Casablanca et puis 3 semaines après ils reviennent. Donc voilà, c'est Mais une vous dites, décision administrative vous êtes qui peut être d'accord avec défaite. Abdallah Tourabi quand il dit que c'est un débat absurde? Non, comme, il a lui-même dit, tout débat est bon à prendre, surtout dans un pays où on a cette soif de débat et on n'avait pas forcément la culture du débat et donc on est en train de s'approprier la culture du débat. C'est tout à fait bon, mais ce qu'il faut, c'est éviter, à mon sens, c'est éviter dans le débat, d'éviter de... on sait qu'on est dans une société conservatrice. Et il faut éviter de venir, et là, c'est là où je vais le rejoindre, avec des arguments fallacieux du type cet habit n'est pas dans l'héritage vestimentaire marocain. Il faut savoir qu'il y a un habit qui ressemble, c'est le haïk noir de la région de Tcharoudant, où les femmes s'habillent. Excusez-moi, pourquoi on ne pourrait pas le dire? Je veux dire, la burqa. Parce que là, on parle de la burqa, on parle de niqab aussi, mais on parle de la burqa. C'est ce qui est sorti. Et juste, on fait juste une toute petite parenthèse. En fait, burqa b'larabia, ça n'existe pas. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, on C'est parle le du burqa. niqab. En arabe, c'est le burqa. Ouais, mais est-ce qu'on parle du niqab, là, en l'occurrence? Comment? Est-ce qu'on parle vraiment de la burqa ou on parle du niqab? Bah, c'est ça, enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas de une précision. Comme la C'est-à-dire que burqa là- n'existe que là, pas. on est en Je train sais de pas, faire non, des moi précautions j'ai découvert, et sémantiques. c'est ce que je disais hier, je savais même pas que c'était fabriqué au Maroc. La question, c'est se poser la question. Le terme utilisé, c'est burqa. Est-ce qu'il y a des femmes qui portent la burqa au Maroc? Je pense que ça doit se compter sur les doigts des deux mains. Deux, est-ce qu'il y a des commerçants et des confectionneurs de burqa au Maroc pour une si faible population? Je pense que c'est juste par abus de langage. On va dire On parle du niqab. burqa pour parler du niqab, du voile intégral. En fait. Donc je pense que c'est juste par abus de langage ou par facilité, on a utilisé ce terme. Et surtout, je pense que le ministère de l'Intérieur a été très fin là-dessus. Il a utilisé le terme burqa. Ça permet à la fois de cristalliser un petit peu le débat autour de ce terme, de rester flou, et puis en même temps, ça permet d'être repris dans la presse internationale. On l'a vu, alors pour le coup, c'est un super coup de com'. Ouais. C'est-à-dire que le Maroc se positionne... Et de depuis pas des- de com aussi. C'est quand on voit le Front National qui se réjouit Le de cette Front- décision. Même le Front National se réjouit. Oui, mais bon, Bon, en même temps, il j'ai se envie de réjouit dire, voilà, Mm. qu'eux, ils se raccrochent à la bouée où elle est, quoi. Dès qu'il y a quelque chose, olé, on est là, quoi. Et ça, le Maroc se positionne, déjà au niveau sécuritaire, il s'est positionné comme étant, et d'ailleurs même le roi, lors d'un des discours du roi, se positionne comme étant une sorte de rempart contre Daesh et contre les terroristes. Et puis là, effectivement, ça permet aussi de positionner le Maroc comme étant un petit peu le fer de lance de la lutte anti-Daesh et anti-salafiste, etc. Abdallah? Non, je voudrais juste revenir sur deux arguments qui ont été avancés. Enfin, l'argument que vous avez cité tout à l'heure, c'est celui de modèle de société où les gens doivent se voir, se découvrir. C'est-à-dire doivent regarder l'autre dans ses yeux pour découvrir, Non, pour c'est savoir juste qu'il est. être reconnaissable, Abdallah. Oui. Juste, comment vous faites quand vous avez quelqu'un en face de vous, Mm. dont vous ne voyez même pas les yeux? Est-ce que vous savez d'abord avec qui vous vous adressez ou pas? Alors, juste, je fais une tout petite, juste en préparant cette émission, parce que c'est la deuxième fois qu'on traite le sujet, parce que, ben voilà, c'était... Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous montez dans un taxi, à la boulangerie, en achetant votre pain, à la sortie des écoles, toutes les mamans ne parlent que de ça, devant les écoles, en buvant le petit café, en accompagnant les enfants. Et on se dit, est-ce que certains de nos confrères ont salué, c'est que justement, allez hop, et si on en parlait? Non, Non, bien sûr. Enfin, le débat est toujours intéressant. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est ça. On est actuellement dans un débat qui est extrêmement philosophique et très très intéressant sur les limites de la liberté, c'est-à-dire cette articulation entre sécurité et liberté. Est-ce qu'une personne a le droit de tout faire? Est-ce que l'État a le droit d'intervenir dans certaines choses? L'argument sécuritaire aussi, à quel point il est recevable? Et aussi, enfin, du camp des gens qui sont modernistes, qui sont libéraux, etc. Là, on voit un tout petit peu les limites de certains discours. C'est-à-dire, sur les deux arguments, l'argument de, voilà, on doit voir la personne qui en face. Aussi, c'est un souci, enfin, qui me pose un souci. Enfin, je m'intéresse un tout petit peu à l'histoire et à la société marocaine. C'est un argument aussi qui est assez particulier, c'est-à-dire, l'idée de dire que je dois voir la personne en face et je dois voir ses yeux et je dois la reconnaître, c'est quelque chose qui est assez moderne et assez récent, notre conception de l'espace public. C'est-à-dire, l'espace public au Maroc a été toujours
séparer entre un endroit qui est réservé aux femmes et un endroit qui est réservé aux hommes. C'est-à-dire que dans les sociétés marocaines, enfin, dans leur pluralité, dans certaines régions, quand un homme passe, les femmes qui passent à côté ne doivent pas le regarder dans les yeux et doivent même se tourner. Ça, on le voit par exemple dans plusieurs zones, que ce soit dans le Maroc berbère ou que ce soit dans le Maroc traditionnel de l'Arabia, par exemple, comme on dit. Ça aussi, c'est quelque chose qui est encore fortement présent. Cette idée-là de ce qu'on appelle par l'hashma, par l'hiya, etc. Donc, on doit éviter que les hommes et les femmes se regardent. Je ne suis pas en train de cautionner. Oui, mais c'est surtout que le monde a changé mais ça aussi. Existe. Oui, le monde est en train de changer. Donc, pour me dire que voilà, le modèle de société doit se baser sur cette question-là, je pense qu'il y a quelque chose, on ignore une grande partie de la société marocaine où ça subsiste encore, où le regard des femmes et des hommes ne doivent pas se croiser. Dans la société où l'on vit, et on le sait, avec les risques, les craintes, que ce soit ici ou ailleurs, surtout le continent africain, en Europe également, ailleurs aussi, je veux dire, la question de la sécurité est légitime, non ? Oui, alors, sur les libertés individuelles, sur ces habitudes, je pense que etc. là-dessus, tout le monde est d'accord sur le respect des libertés individuelles. C'est qu'en fait, mais qu'au bout d'un moment, il faut peut-être un libertés... petit peu bousculer les choses. Mais même les libertés individuelles, en fait, c'est un consensus. C'est-à-dire que les lois qui sont votées viennent d'un consensus, finalement, ou des rapports de force. Tout dépend si on est en démocratie ou tout dépend du degré de démocratie ou de régime autoritaire. Mais c'est un consensus ou bien le résultat des rapports de force. Et donc, une liberté individuelle, par exemple au Maroc, on n'a pas le même respect des libertés individuelles, même au sein de la conception des Marocains ou des Marocaines, que pour des personnes en Suède ou en Allemagne. Est-ce qu'une plage de nudistes sera acceptée au Maroc ? Évidemment non. Donc on n'est pas dans les mêmes... alors effectivement, il y a les éléments de tradition, mais même ces traditions évoluent. On a parlé du code vestimentaire qui a évolué, et on parle aussi des relations interpersonnelles, des relations hommes-femmes qui évoluent. Effectivement, à Casablanca, on ne va pas, les femmes ne vont pas avoir des coins de la rue qui vont être réservés à elles, etc. Mais vient ensuite, en plus de ça, vient effectivement des questions sécuritaires, du maintien de l'ordre, etc., qui peuvent aussi venir en parallèle. Et c'est là où il faut faire preuve de pédagogie. Moi, ce qui me dérange dans la décision, au-delà du ballon d'essai, c'est que c'est une décision administrative et qu'elle ne fait pas appel à la... Enfin, on peut interdire, d'ailleurs même demain, il peut y avoir une loi qui pourra interdire le port du voile intégral dans la rue. Comme l'ont fait d'autres pays. Comme dans d'autres pays africains ou européens. Mais ce qu'il faut, c'est faire tout le travail en amont. On ne peut pas, d'ailleurs on arrive à un résultat parce que l'école est déficiente, les structures on va dire intermédiaires comme les médias etc. aussi ont insuffisamment fait le travail, et donc c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est faire ce travail de pédagogie auprès de la population pour faire comprendre qu'il y a des problèmes de relations sociales et des problèmes après ensuite sécuritaires etc. Abdallah, est-ce que c'est une décision qui pourrait être prise en légitimant la lutte contre l'extrémisme religieux? Aussi, ça aussi, une idée qui pose aussi une idée qui est de liberté. C'est-à-dire, ça veut dire quoi l'extrémisme religieux? C'est-à-dire, c'est du moment que je confesse des idées qui sont conservatrices, extrêmement conservatrices, mais où il n'y a pas d'appel à la haine, à la violence, etc. Je n'ai pas à intervenir dans ces pensées-là. Enfin, l'État, le droit ne doit pas intervenir dans les pensées du moment qu'il n'y a pas une contradiction avec la loi, du moment qu'il n'y a pas contradiction avec l'ordre public. C'est-à-dire, si par exemple, si je suis adepte d'un salafisme qui est intégriste, l'État, non. L'État n'a pas à légiférer sur les pensées des gens. Mais quand il y a un appel à la violence, quand il y a appel à la haine, quand il y a appel, par exemple, à entreprendre des actions armées, dans ce cas-là, oui, l'État doit intervenir, la législation doit intervenir. Donc, tout est dans cette ligne qui est très très fine, justement, entre la pensée, entre les convictions et l'appel à ces formes de violence. Je voudrais rappeler juste, par exemple, sur la question sécuritaire, oui, l'argument sécuritaire, elle est très très recevable, mais je voudrais juste rappeler que, quand on regarde tous les attentats qui ont été commis, soit au Maroc, soit dans le monde, ça n'a jamais été commis par des gens qui étaient habillés en burqa et qui n'a jamais été commis par... Non, c'est-à-dire, je raconte. Par exemple, vous prenez... Là, on va... Il y en a eu.
Non, mais généralement, c'est-à-dire un terroriste n'est pas aussi un imbécile. C'est-à-dire quand il Non, va mais je veux commettre. dire, la commettre- jeune fille, je ne sais plus si c'était à Tanger ou Tétouan, la famille avait relevé justement qu'elle avait totalement changé de tenue vestimentaire, qu'elle s'habillait avec niqab alors qu'elle mettait elle s'habillait tous les jours. On a vu la transformation, quoi. Je dirais, toute sa famille Ça, c'est avait une témoigné. radicalisation. Ça, c'est une radicalisation. Mais je rappelle juste, par exemple, l'argument sécuritaire. C'est-à-dire, quand quelqu'un voudrait commettre un attentat, c'est pas un imbécile quand même. C'est-à-dire, il va pas commettre son attentat avec une barbe. Non. Ou avec une burqa. Il va la commettre. Tous les gens qui ont commis des attentats. Vous prenez les derniers attentats en Turquie, par exemple, étaient habillés, enfin déguisés en Père Noël. Donc on va pas se mettre aussi, enfin plus tard, à interdire les gens qui s'habillent, qui portent cet accoutrement. C'était des hommes, c'était pas des femmes. Non, mais même bon. pardon, excuse-moi. C'est-à-dire quand vous prenez les attentats qui sont commis aussi par les femmes sont très rares. Au Maroc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'attentats qui ont été commis par les femmes. La plupart des attentats, si vous prenez les attentats en 2003 par exemple, c'était des gens qui étaient habillés, enfin rasés de très près, qui portaient des jeans et des sacs à dos. C'est-à-dire ils n'étaient pas habillés en camis et en barbe. Youssef Moi, je voulais vous poser une question parce que quand le débat a été évoqué dans d'autres pays en Europe, il y a eu énormément d'instrumentalisation par les partis politiques. Est-ce qu'au Maroc, il y a ce risque justement de l'accaparation de ce sujet pour de l'instrumentalisation de la part de nos partis politiques? Non, je pense pas dans la mesure où ils sont assez d'accord pour la plupart. Peut-être que le PJD va effectivement être dans une position qui sera différente du reste de la classe politique, mais je pense que l'instrumentalisation ou la pression sera plus du côté, d'un côté des mouvements salafistes, etc. D'ailleurs, ils se sont déjà exprimés. Donc, c'est pas un parti, c'est plutôt des intervenants proches de certains partis. Et de l'autre côté, des ONG ou des militants progressistes. Donc, je ne pense pas, parce que c'est assez touchy comme débat. Oui. Contrairement à l'Europe, c'est beaucoup plus touchy au Maroc, puisqu'on est un pays musulman. Donc, les politiques pourront difficilement dire nous sommes un pays laïque et donc nous devons mettre la religion est une question privée. Point à la Donc il ligne. ne faudra pas compter sur les partis politiques pour faire Bah, ce travail pédagogique La auprès. preuve, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les partis politiques se sont très peu exprimés. Bon, c'est vrai qu'ils sont occupés par d'autres priorités, mais malheureusement, il y a très peu de retour de la part des hommes et des femmes politiques. Moi, j'ai toujours pas eu une réponse claire à ma question. Est-ce que notre pays pourrait, pour des raisons de sécurité, interdire le voile intégral ou ne voit rien? Non, mais bien sûr, il pourrait toujours. Bah oui, mais vous répondez à côté, vous ne me répondez pas ni l'un ni l'autre. Non, Non, je réponds pas que oui. Non, bien sûr, enfin, la réponse est très claire. Oui, pour des raisons sécuritaires, l'État peut prendre, les administrations publiques, les autorités publiques peuvent prendre des mesures administratives et législatives pour interdire. Mais il faut aussi, voilà, que ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, ne connaissons pas le nombre des Justement, personnes. Abdallah, ne est-ce que c'est connaissons pas pas le- plutôt bien fait l'histoire, comme il disait, c'est assez fin parce qu'on envoie comme ça, on teste ce que ça peut donner. Je pense pas que le burqa est designé par Tom Ford. C'est pas très difficile de faire un burqa non plus. Tu vois, je pense pas qu'il y a. C'est ce que extrêmement. disait- c'est ce que J'ai disait fait un Moïse tutoriel Sarsier. hier Il a dit, il suffit de se jeter dans son lit, comment tu l'as dit? Non, juste si tu fais ton drap et qu'il est noir et le matin tu le fais dans la précipitation, il est possible que tu fasses une burqa sans le savoir. Quoi. Je veux dire, Pourquoi Casper voilà. Casper. Donc voilà, enfin, l'idée de on va interdire sa fabrication, je pense pas que ça soit extrêmement sophistiqué de fabriquer justement ce genre d'habits. Donc après, oui, bien sûr, enfin, moi je trouve maintenant le plus important dans tout ça, c'est se poser ce genre de questions sur la relation entre sécurité, liberté, à quel moment l'État doit intervenir, à quel moment le législateur doit intervenir dans ce qui est considéré comme des convictions personnelles et leurs manifestations, c'est-à-dire comment s'habiller, comment se coiffer, etc. Mohamed. Oui, moi je l'ai même écrit, donc j'ai pris position. Je pense qu'effectivement il peut y avoir une interdiction dans le cadre défini, c'est-à-dire cas de force majeure avec un trouble à l'ordre public ou pour des raisons de sécurité. Les raisons sécuritaires sont légitimes. Maintenant, il faut que ça passe par tout le circuit législatif. On ne peut pas avoir une décision administrative. Et d'ailleurs, cette décision administrative est complètement idiote. On interdit la fabrication et la commercialisation de quelque chose sans interdire l'utilisation de cette même chose. Non, il y a quand même quelque chose de plus... C'est qu'il n'y a pas d'écrit. Il n'y en a pas.
il n'y a Alors, aucun communiqué. il y a des écrits des caïds Des dans caïds, différentes régions. Voilà, vous n'avez rien. Mais voilà, vous mais ne il n'y a trouverez pas de rien du ministère de l'Intérieur. Mais parce Il n'y que a pas de communiqué parce que officiel. c'est une posture visant à ne pas assumer, si jamais il y a des tensions, etc., à ne pas assumer la responsabilité. Donc on balance un pavé dans la mare, on laisse les différents acteurs de la société s'en emparer, créer le débat, nourrir le débat. Les salafistes interviennent, les ONG interviennent. Ça crée d'ailleurs des dissensions au sein même du camp progressiste, puisqu'il y a des différences d'interprétation. Certains le voient du côté philosophique, d'autres du côté pratique. C'est pas un habit marocain, c'est un danger, etc. Et on se retrouve avec un débat. Et puis le ministère de l'Intérieur, après, pourra soit pousser vers une loi, s'il sent que les vents sont favorables, ou bien dire, en fait, je m'en lave les mains, moi j'ai rien fait. On trempe Ni juste vu le ni petit connu. orteil dans la mare pour voir. Je n'ai rien fait, donc c'est très subtil. On va retrouver les news dans un instant et on va parler d'une autre tenue vestimentaire dont beaucoup ont parlé ces derniers jours. C'est bien sûr les uniformes de nos forces de l'ordre. Et puis ce débat, ce petit pavé jeté dans la mare en disant mais combien ça a coûté, horriblement cher. Et puis un communiqué là pour le coup officiel pour expliquer ce que ça a coûté. Et ça, c'est assez rare. Exactement. Alors on fait une petite pause et on revient pour les informations de 8h30. Et nos invités, ça fait 950 ans qu'ils attendent pour reprendre le débat. Ils n'ont pas pris une seule ride. Parce que oui, depuis toute cette semaine, on vous parle du Nouvel An Amazigh, mais on ne vous l'a pas souhaité. Es Gassaïmeino à tous nos auditeurs et à tous les Marocains. Sana Saïda 2967. Voilà, bonne année. On est dans le futur. On est dans le futur, on est dans le turfu, comme diraient les jeunes. Deuxième sujet, nous en parlions en ouverture, c'est cette fameuse tenue de nos forces de l'ordre. Un mouvement assez extraordinaire, un mouvement de solidarité qui s'est créé, des petits clins d'œil dans la rue, des pouces levés pour les saluer, des policiers avec le grand sourire fiers de le porter, et même une vidéo qui a été publiée hier, qui a fait un petit peu le tour des internautes. Des vidéos, des photos, avec, il y a eu avec ces policiers avec leurs nouveaux uniformes Oui. qui dansent sur une place publique, je ne sais pas dans quelle ville c'était, Ouais. à l'occasion justement du Nouvel An Amazigh au milieu de tout le monde. Et c'était juste absolument hilarant. Ça a duré quelques secondes, ils se sont vite remis en poste, mais ils se sont mis à danser. La nouvelle tenue des uniformes, vous avez écrit, j'imagine, dessus également, Mohamed Zouak. Oui, c'est dans la politique de refonte de l'image de la DGSN, du nouveau patron. C'est histoire de rapprocher aussi ce corps de sécurité de la population. Alors c'est vrai que l'ancienne tenue commençait un petit peu à vieillir, et donc l'objectif est de rajeunir un petit peu cette image. Je pense que pour la population, c'est un élément qu'on voit chaque jour, ça fait partie de notre quotidien, donc forcément ça fait jaser. Oui. Donc Et les voilà. Marocains sont friands de ce genre de choses. Oui, ça leur plaît, ça anime les débats, les gens se prennent en photo avec moi. Hier, Mais ça change aussi notre relation avec la police. ça peut changer effectivement, parce que ça les rend peut-être plus accessibles. Juste le fait de retirer le képi, je sais pas comment, le képi traditionnel du policier, et de mettre une casquette, forcément on a l'impression que c'est un copain. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, on a l'impression qu'ils ont trouvé aussi la fontaine de Jouvence parce qu'ils sont très très jeunes aussi. Bah justement, c'était ma remarque aussi. Yes. J'ai lu ça sur Facebook. Je dis, est-ce ils ont changé les uniformes ou changé les policiers? Parce que voilà, c'était l'impression que ça m'a donné aussi. Je trouve que l'uniforme était réussi. Et beaucoup de femmes. Oui, bien Beaucoup sûr, de femmes beaucoup de aussi, ça c'est réjouissant. En tout cas, ça change un petit peu la relation avec la police. Oui, et ça, l'habit a été, je pense que ça a été bien réussi. Ça a rajeuni les forces de l'ordre, d'un plan de vue de l'allure. Et je pense aussi, c'est ça le plus important aussi. Le plus important, c'est nous savons très bien que la relation entre les forces de l'ordre et les Marocains ont été des relations qui étaient très complexes, très tendues, que parfois des incompréhensions, etc. Mais là, je pense qu'on est sur une tendance qui est assez intéressante, assez louable, d'humaniser les forces de l'ordre, les policiers au Maroc, les rendre plus accessibles aux gens. C'est-à-dire, on a remarqué, par exemple, il y avait une photo qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, c'est celle où on voit une jeune femme très élégante, très chic, une belle femme,
Et ce qui est drôle, c'est que sur son mur Facebook maintenant, elle a maintenant, je pense, en un jour, elle a plus de 30 000 followers. Et ça, Exactement. je trouve ça très intéressant. On va tous suivre les policiers. C'est mieux Sur que d'être Twitter et suivi sur par des Facebook. policiers. exactement. Oui, effectivement. C'est vrai que faut la relation s'inquiéter. est différente. Alors, il y en a quand même qui ont trouvé la petite faille en se disant ben ouais, mais combien coûte ça cher. a coûté au ministère de l'Intérieur? Ça coûte horriblement cher. Quel est le budget qui a été consacré? Revenant sur oui, mais il n'y a pas le gouvernement, comment ça a été décidé? Et là-dessus, un communiqué officiel qui est tombé hier. Je Pour pense pas donner que ce tous genre- les prix. ouais. Est-ce que ça a été décidé en l'absence de gouvernement? Je pense pas que c'est ce genre de décision. Bah, Les postes budgétaires sont. Voilà, Oui. ça arrive Ça a du pas jour au vraiment sa lendemain. place, C'est-à-dire, quoi. c'est des postes budgétaires qui sont débloqués depuis très Bah, longtemps. Et je trouvais aussi, ça aussi c'est assez intelligent, la façon de communiquer ça, de répondre par les chiffres, etc. Ça, je pense aussi, c'est une manière très très intéressante de renouer cette relation entre la DGSN, comme l'a dit Mohamed, et les Marocains. Et ça aussi, c'est une lancée qui est très intéressante et à suivre. Vous diriez, Mohamed, que c'est une volonté de transparence? Oui, en tout cas. Mais la DGSN, depuis quelques mois, quelques Il y a années, quand même une communication qui est totalement différente dans- de ce que l'on a tout à vécu fait. jusqu'à présent. par exemple, dans on est la en train de vivre communication quelque chose de nouveau. des bavures policières, comme on dit souvent, des erreurs, par exemple, quand un policier fait usage de son arme à feu, il y a un communiqué maintenant de la DGSN qui est diffusé par la MAP, etc. Donc on voit très bien qu'il y a vraiment une volonté de communiquer sur tous les petits accros qui peuvent ternir l'image de la police. Et donc là, effectivement, répondre par les chiffres, moins 37% le coût du costume, de la tenue des policiers, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens, ça permet de maîtriser un petit peu la polémique, etc. Donc non, c'est plutôt une bonne chose. Là où il y a eu aussi des commentaires peut-être un peu négatifs, c'est de dire, alors oui, c'est bien de rajeunir cette image, de la rendre plus proche du citoyen, mais les tenues ressemblent aussi un petit peu à des vigiles. On a l'impression que les policiers deviennent des vigiles ou deviennent vous savez, les agents des parcs-mètres, là, des sociétés de parcs-mètres, avec les casquettes, ça fait effectivement un petit peu bizarre de voir un policier avec une casquette. Donc voilà, il y a les pour, il y a les contre, il y a certains qui préfèrent avoir la personne qui symbolise les fonctions régaliennes et les fonctions sécuritaires de l'État, avec de manière bien visible, avec un képi, et ça permet d'avoir la peur du policier. Et d'autres qui disent, bah non, au contraire, c'est bien. Il y a un ça auditeur rapproche. qui réagit en les écoutant et qui dit c'est pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie d'aller vers un policier et de lui serrer la main et de le féliciter. Ça m'est jamais arrivé de ma Il faudrait vie. changer, il faudrait changer Faut qu'il d'uniforme change plus d'uniforme souvent du tout- coup. tout- Moi j'ai une idée, s'il y a des responsables de la police qui nous écoutent ce matin, ce serait aussi peut-être sympa de mettre une vidéo sur internet de comment on fait pour repasser les chemises, etc. Parce que je trouve qu'ils sont toujours hyper bien repassés. Ceux de la police, je ne sais pas comment ils font, moi je n'y arrive pas. Et ça me prend énormément de temps. S'ils pouvaient faire une vidéo sur internet, ça C'est rendrait quoi, c'est un service à appel que beaucoup. tu lances Oui, un Qui appel que va je me lance comme repasser ça. les chemises Comme Sinon, il y a une autre Les chemises solution, sont Youssef. souvent froissées. Tu Hein t'engages dans la police et tu apprendras Sur le tas. C'est un trop gros, Et sinon, trop gros comme dit investissement pour Et sinon, repasser comme mes dit chemises. Abdullah Tourabi, t'as toujours le costume de Superman. si tu veux. Exactement, oui. Ouais, c'est- t'as pas besoin de repasser. C'est vrai que c'est en lycra. Merci beaucoup, messieurs. Je sais qu'on doit Merci. absolument vous libérer parce que vous avez des engagements importants. Et puis, dans un instant, on va retrouver la chronique de Wadi Adada. Mais en attendant, il y a Youssef Qsir qui se pose la question sur notre prochain gouvernement. Radio 2M. Youssef Xier nous prend de court. Alors, cette semaine, on a appris que la malédiction du vu, vous savez, cette petite notification qui vous informe que votre message envoyé sur Facebook a été lu, ou sur WhatsApp, les 2 checks bleus qui vous trahissent si vous avez entreaperçu un message. Eh bien, cette malédiction ne touche pas que le monde virtuel, mais aussi le monde politique. Quand le chef du gouvernement sait que M. Arnouch n'a pas répondu à sa question, eh bien, il l'enlève de sa liste d'amis et en plus, il publie un statut pour que tout le monde sache qu'il ne veut plus de cette amitié. Pourtant, on y croyait vraiment. Moi, j'avais même préparé une chronique sur le nouveau gouvernement. Naïvement, j'avais mis la date d'aujourd'hui pour la partager avec le club de la presse. Et c'est sur le tard que je me suis rendu compte que la date d'aujourd'hui était le vendredi 13. Sacrilège, est-ce que j'ai porté malheur au nouveau gouvernement? Est-ce que je suis celui qui porte sur sa conscience le lourd fardeau du retard de la composition de ce nouveau gouvernement? Donc j'ai décidé, je vais prendre les choses en main et je vais aller moi-même chercher les millions de Marocains adultes par la main et aller faire la médiation dans cette affaire. Vu que nos élus sont toujours dans les querelles, peut-être que le peuple, lui, qui les a élus,
pourrait arranger les choses. Par contre, si jamais le gouvernement n'est pas formé d'ici la semaine prochaine, moi, je n'en peux plus. Je fais une chronique sur les marsupilamis. Vous avez posé la question, c'est quoi le point en commun avec le nouveau gouvernement? Eh bien, les deux sont imaginaires, en tout cas, pour le moment. Voilà, c'était C'est moi. bien dit, c'est bien dit. Merci beaucoup. Vous avez reconnu la voix de Wadi Haddad Sabah al-Khair? Sabah al-Nour. Comment vas-tu? Eh ben très bien. On marque une petite pause musicale et on on se revient retrouve pour tout de suite, tout de suite. Alors, je vous propose d'écouter Taylor Hawkins quand il n'est pas derrière la batterie des Foo Fighters. Ce fan de Queen occupe le poste dans sa propre formation où il chante également. On vous fait écouter ce matin un extrait de son second album, Your Shoes, sur Radio 2M.